Merci à tous d'être là pour cette conférence où j'ai eu la chance d'être invité pour proposer les livres que j'avais faits, mais aussi surtout pour discuter de ma passion et de mon métier qui est chercheur. Alors moi je suis chercheur en biologie marine, c'est-à-dire que je travaille pour essayer de comprendre comment les animaux marins y fonctionnent et tout ça dans une optique de mieux les protéger, mieux les conserver pour que les générations futures puissent en profiter. Ma grosse spécialité, c'est les tortues marines, entre autres, mais pas que. Je travaille beaucoup sur les poissons aussi. Je suis basé à Sète, donc c'est pas très loin d'ici, toujours en Occitanie. Et je travaille dans un institut de recherche qui s'appelle l'IFREMER. L'IFREMER, c'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Et donc aujourd'hui, l'idée que j'avais, c'était un petit peu de vous parler de ces espèces, les tortues marines. Pas forcément une conférence purement scientifique, j'ai l'occasion d'en faire. Mais comme c'est un festival du livre ici, c'était plus pour essayer de vous montrer comment mon métier a permis d'arriver à ce que je fasse des productions de type ces trois ouvrages-là, qui sont un ouvrage beau livre, un ouvrage plus sur mieux comprendre les tortues marines en grand public, ou voir des trucs pour les enfants, des livres pour les enfants, parce que la recherche c'est bien, comprendre c'est important pour mieux gérer, vous allez voir. Mais après, l'éducation, ça passe par la transmission de l'information à tous les niveaux, que ce soit pour les petits, pour les moyens ou pour les grands. Et il faut arriver un petit peu à vulgariser tout ça pour mieux sensibiliser les gens. Alors comment j'en suis venu à travailler sur le milieu marin? C'est notamment par des phrases comme celle-là de Victor Hugo, pour ceux qui connaissent, les enfants. Voir le dedans de la mer, c'est voir l'imagination de l'inconnu. Et moi, j'étais passionné à me dire, mais c'est quoi qu'il y a derrière cet inconnu? Quel est cet imaginaire pour que je puisse mieux comprendre la mer? Et c'est comme ça que j'ai fait beaucoup d'études, j'ai beaucoup travaillé à l'école pour pouvoir en fait devenir un chercheur et commencer à essayer de comprendre comment la mer fonctionnait et les animaux qui vivent dedans. Et puis quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, c'est pas si simple que ça en fait. Et il y a une autre phrase qui m'est venue à l'esprit, qu'on m'a appris. Valevulio li duja devanom lango iolio. C'est clair, non? En fait, c'est du comorien. En fait, ça veut dire là où il y a les vagues se trouve l'issue. Ça m'a fait comprendre que la recherche, c'est pas quelque chose qui est simple. C'est quelque chose, il faut aller en profondeur, il faut aller vraiment aller comprendre les animaux, aller au fond de leurs problématiques, essayer de se mettre dans leur peau pour essayer à la fin de mieux les protéger. Et c'est ça qui a entamé ma motivation pour faire de la recherche et à la fin faire de la vulgarisation autour de cette recherche-là. Voilà, ce que vous voyez, c'est la planète mise à plat. Là, elle n'est pas ronde, elle est plate. Et ce qui bouge, ce sont les vents. Vous voyez, finalement, on a beaucoup de vent dans les zones sud, beaucoup de vent dans la zone nord. Et puis, au niveau de l'équateur, il n'y a pas beaucoup de vent. Et les couleurs, c'est quoi? C'est juste les gradients de température de l'air. Normal. Plus on va vers l'équateur, plus il fait chaud. Plus on va vers les pôles, là où il y a la glace, plus il fait froid et plus c'est bleu et c'est violet. Ça montre le système de l'environnement est complexe où vivent les animaux. Ça bouge tout le temps et il fait toujours plus ou moins chaud et plus ou moins froid. Et bien dans l'eau, c'est pareil. Sauf que c'est plus compliqué dans l'eau. Parce qu'autant sur Terre, pour suivre un éléphant, on peut lui mettre des instruments, il n'y a pas trop de problème, un peu de pluie, mais pas beaucoup. Mais dans l'eau, en fait, l'eau, c'est salé, c'est mouillé, et puis il y a la pression. Et ça, tous les instruments qu'on met, les capteurs de température, les capteurs GPS pour savoir où sont les animaux, ben, ça n'aime pas du tout. Ça n'aime pas du tout l'air, ça n'aime pas du tout l'eau, ça n'aime pas du tout le sel, et ça n'aime pas du tout la pression quand on va en profondeur. Donc tout ce qu'on fait dans l'eau est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et là, c'est un petit peu pareil que tout à l'heure, sauf que c'est ni les vents, ni la température de l'air que vous voyez. C'est juste les courants qu'il y a dans la zone. Et les gradients de couleur, c'est le gradient de température de l'eau. Et on voit quoi? Que finalement, autant dans l'air, tout est compliqué, autant dès qu'on va dans l'eau, bah, tout est encore plus compliqué. Parce qu'on a des courants qui peuvent être très tourbillonnants, là vous voyez dans le canal du Mozambique, et on a des gradients de température extrêmement forts. Alors si vous avez vu l'Afrique de l'Est, hein, Madagascar, La Réunion et Maurice, et donc vous voyez que c'est un système qui est extrêmement complexe. Et ça rend vraiment difficile la meilleure compréhension des animaux qu'on va étudier dans ces eaux-là. Et ce zoo-là, on a toujours pareil. Qu'est-ce que c'est maintenant? On a toujours les gradients de courant. Et là, ce sont les anomalies de température de surface. Alors, autant on peut avoir à des moments exactement quelle température il fait, mais ce qui est intéressant, c'est de se voir finalement cet été, est-ce qu'il fait plus chaud ou plus froid que l'été d'avant? Est-ce qu'à ce moment-là, on est dans des anomalies de température de surface plus chaudes ou plus froides?
Et là, au moment où j'ai fait cette image-là, vous voyez que dans le canal du Mozambique, on est dans le bleu. Donc on a des eaux qui sont plus froides que la moyenne, alors que dans les endroits autour de la Réunion, par exemple, ou au sud-est de la Réunion, on a des zones qui sont fortement perturbées, où on a des températures beaucoup plus élevées que la moyenne normale qu'on devrait trouver à ce moment-là, à cet endroit-là. Et bien, ce système mouvant, finalement, les courants qui bougent, une température qui est très variable en fonction de la latitude et la longitude, et des anomalies de température font que ce système environnement est extrêmement complexe et rend extrêmement difficile l'étude de tous les animaux. Alors le sud-est de l'océan Indien, pourquoi cette région-là? C'est parce qu'on a montré que cette zone, elle était extrêmement importante pour la biodiversité terrestre et marine sur la planète. C'est ce qu'on appelle un des hotspots de la planète. C'est là où on retrouve une biodiversité maximum sur l'ensemble de la planète. Mais on a montré aussi quoi? Que cette zone, toujours pareil, le sud-ouest de l'océan Indien, on avait un taux d'extinction extrêmement fort ces dernières décennies, avec une érosion de la biodiversité flagrante. Forcément, il y en a beaucoup, donc elle est plus fragile. Mais entre autres, ce sont des zones, à cause du changement climatique, à cause de l'anthropisation, c'est-à-dire l'effet de l'homme sur l'environnement, qui est extrêmement forte et qui fait qu'on a une perte, une érosion de la biodiversité extrêmement importante. Alors comment faire pour freiner cette érosion de la biodiversité? Toute la question est là. Forcément, on n'a pas une infinité de sous pour mettre en place des programmes de protection ad vita aeternam. Donc il faut arriver à prioriser, il faut arriver à se concentrer sur qu'est-ce qu'il faut protéger en priorité pour assurer un maintien de la biodiversité maximum. Alors cette zone, justement, le sud-ouest de l'océan Indien, là on va y venir, c'est un hotspot pour les tortues marines, justement. Alors les tortues marines, c'est quoi? C'est là où c'est un peu compliqué. Je vais devoir vous faire une petite leçon sur comment ça fonctionne. Alors c'est un peu comme l'œuf et la poule. À un moment, il faut bien partir de l'œuf ou de la poule. Donc là, on va partir de l'œuf. Donc la maman tortue dépose sur la plage des œufs qui vont incuber pendant 60 jours à peu près. Au bout des 60 jours, il y a le bébé tortue qui vont sortir sur la plage. Ils vont courir vite, 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 parce qu'un bébé tortue, c'est fait pour être dans l'eau et pas dans l'air. Une fois qu'il rejoint la plage, il va commencer à nager. C'est ce qu'on appelle la nage frénétique. C'est-à-dire qu'il va quitter le bord très rapidement pour aller dans les eaux du large. Pourquoi? Parce qu'au bord, il y a plein de prédateurs. Il y a plein de prédateurs qui sont là pour les manger. Donc plus vite elles vont quitter le bord, plus vite elles vont assurer une survie optimale pour la suite. Une fois qu'elles sont en pleine mer, c'est ce qu'on appelle les années perdues pour nous les chercheurs. Pourquoi? Parce que ce bébé tortue va dériver au gré des courants et on ne va plus jamais trop savoir où il est. Et là, on ne sait pas trop, pendant 5 à 10 ans, ce que cet individu va faire en pleine mer. Et par contre, quand il devient un jeune, ce qu'on appelle un immature, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore adulte, qui sera suffisamment gros pour être protégé de la majorité des prédateurs à la côte, il va récupérer la côte. Et une fois qu'il est à la côte, là, il va commencer à pouvoir manger et grossir, 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 pour devenir adulte. Une fois qu'il est adulte, il va continuer à grossir, et puis du coup, à un moment, il va falloir qu'il aille se reproduire. Donc l'espèce va commencer à entamer un cycle qui est, je pars en migration de reproduction, j'arrive sur mon site de reproduction qui parfois est à 3000 km de là où je mange, je me reproduis, la femelle monte sur la plage, pond les œufs, et on repart sur le cycle. Et ma femelle et mon mâle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont repartir sur leur site d'alimentation pour attendre d'être de nouveau matures et d'avoir de nouveau des œufs 3 à 5 ans après. Donc là, vous voyez que déjà, c'est assez complexe parce qu'entre là et là, il s'est passé 25 ans. Et puis, on a eu des stades qui sont passés par plein d'habitats différents. On a d'abord ce qu'on appelle un habitat pélagique, c'est-à-dire qu'en pleine mer, on va trouver des juvéniles, des petites tortues qui vont faire entre 1 et 5 kilos. On va trouver des adultes qui vont être de retour de la migration de reproduction et des adultes qui vont être en train de migrer vers leur site de reproduction. On va avoir ce qu'on appelle des habitats côtiers d'alimentation, c'est-à-dire des endroits où les tortues, qu'elles soient immatures ou adultes, vont manger. Typiquement, vous allez à Mayotte, vous voyez des tortues en train de manger sous l'eau, ce sont des tortues qui sont en phase d'alimentation. Vous allez avoir un habitat côtier de reproduction qui ne sont pas les mêmes que là où elles mangent, puisqu'elles vont faire 3000 km, entre 1000 et 3000 km pour aller se reproduire sur d'autres habitats côtiers. Et puis vous avez un habitat de plage qui est donc lui est hors de l'eau et qui est sur la plage. Et donc vous voyez bien que pour nous les chercheurs c'est extrêmement compliqué parce qu'il est difficile de travailler sur tous ces compartiments à la fois. C'est-à-dire qu'à la fois on peut travailler quand elles sont sur la plage, vous allez voir qu'on arrive à récupérer plein d'informations.
quand elles sont en reproduction sur leur habitat à la côte, quand elles sont sur leur habitat d'alimentation, donc là on peut regarder la qualité de l'aliment qu'elles mangent, et après en pleine mer, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on ne peut pas leur palmer après et savoir ce qu'elles font pendant des dizaines de jours. Donc là on trouve des stratégies différentes pour essayer de comprendre ce qu'elles font dans cette phase-là. Et tout ce cycle rend extrêmement difficile et ça a été l'objet de ma recherche, parce que moi j'ai travaillé à peu près sur tous les compartiments, vous allez voir. Et surtout, toute cette recherche que j'ai pu faire dans l'océan Indien, elle m'a amené, par chance, de visiter plein d'endroits. Parce que la plus belle des choses avec les tortues marines, pour nous les chercheurs, c'est qu'elles ne se reproduisent, elles ne sont que dans des endroits magiques. Elles vont que dans des îles paradisiaques, où la température de l'eau est chaude, où il n'y a personne. Et pour nous, c'est une vraie chance, parce que du coup, on prend des bateaux et on va dans ces endroits qui sont totalement magiques pour nous. Et cette magie de ces endroits où les tortues m'ont donné la chance de visiter, ben, j'ai eu la chance de pouvoir les prendre en photo au maximum entre mes différentes expérimentations et de ramener pendant 15 ans toute une série de photos pour pouvoir faire un des ouvrages, par exemple, et essayer de sensibiliser sur tous ces habitats-là, les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés. Moi, c'est tous les sites où on a eu la chance d'aller avec mon collègue Hendrik, que vous allez voir tout à l'heure, avec qui on a fait cet ouvrage-là, sur lesquels on a fait plein d'expérimentations différentes. Ici, par exemple, dans le KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, on a travaillé sur les tortues luttes, qui sont les plus grosses tortues qu'on peut avoir. C'est des tortues qui peuvent faire jusqu'à une demi-tonne. Je ne sais pas si vous voyez, elles sont plus grandes que la table, là. Elles sont très, très impressionnantes. Ici, dans le sud de Madagascar, on a travaillé sur des tortues kawan. Moi, je les appelle les tortues rugbyman. Ça doit parler aux Toulousains, ça. C'est parce qu'en fait, dès qu'on essaie de les capturer, elles rentrent la tête et elles défoncent tout ce qu'il y a devant elles. Donc, c'est très rigolo. D'autres tortues vont avoir tendance à vous mordre. Ici, par exemple, à Juan de Nova, on a travaillé sur des tortues imbriquées. Alors, pourquoi elles s'appellent imbriquées? C'est parce que c'est la seule qui a les écailles de la carapace qui sont imbriquées les unes sur les autres. C'est une des plus petites tortues. Et celles-là, par contre, dès qu'on essaie de les capturer, qu'est-ce qu'elles font? Elles mordent. Et elles ont un bec extrêmement puissant parce qu'elles mangent du corail. Et par exemple, ici, dans les îles des Comores, donc Mayotte ou à Moélie, on a énormément travaillé sur la tortue verte. Parce que c'est un des gros spots de reproduction de la tortue verte. Alors pourquoi on appelle ça une tortue verte, par exemple? Pas parce qu'elle est verte, elle n'est pas verte. En fait, ce nom vient du fait qu'à l'époque, quand ils mangeaient les tortues, quand ils ouvraient la tortue et qu'ils récupéraient la graisse, notamment pour les lampes, en fait, elles ont une graisse qui est verte. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé cette tortue la tortue verte. Donc toutes ces missions scientifiques pour travailler sur différents compartiments, que ce soit sur les plages, que ce soit pour équiper les tortues de balises Argos, vous allez voir après, elles nous ont permis de visiter, d'aller dans plein d'endroits différents et de voir plein d'écosystèmes différents que ces espèces habitent. Et donc ça a permis, entre autres, de faire cet ouvrage-là avec mon collègue Hendrik. Vous verrez une photo tout à l'heure, j'en parlerai un petit peu, sur des tortues et des îles, voyage au cœur de l'océan Indien, qui est une visite en fait autour de l'environnement, des individus et aussi des relations homme-tortue dans tout le sud-ouest de l'océan Indien. Voilà, donc des sites comme celui-là, pour ceux qui connaissent, ça c'est Mayotte. Donc on a Moya 1, Moya 2 et Moya 3. Donc c'est des petites baies et les tortues sont extrêmement friandes, notamment les juvéniles de ces baies-là, parce que vous voyez des mangroves, il y a beaucoup d'herbiers et la tortue verte mange des herbes essentiellement. Donc c'est des habitats où on va retrouver énormément de tortues juvéniles vertes qu'on va pouvoir capturer, nous, et ensuite travailler dessus, soit faire de la génétique, soit mettre des balises Argos dessus, vous allez voir après. Là, c'est aussi un autre habitat complètement différent pour les tortues luttes cette fois. Ce sont les grandes plages du KwaZulu-Natal. Donc c'est des plages que les tortues luttes et kawan adorent. Alors le problème, c'est que ces plages-là, autant la petite baie, on peut les patrouiller à pied pour les trouver, autant celles-là, bah, ça fait 170 km, je crois. Donc on ne les fait pas à pied. Donc en fait, les Sud-Africains, ils ont mis en place une technique avec des quads ou des 4x4 et ils patrouillent de nuit avec les phares éteints pour voir chaque tortue et pouvoir faire des prélèvements, etc. et suivre toutes les populations. Donc on s'adapte en fonction de l'environnement que peuvent fréquenter les tortues. Là, c'est une magnifique photo de coucher de soleil dans l'île de Moélie, aux Comores. Alors ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une trace de tortue. Et bien ça, pour nous, les chercheurs, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'amuser à être tout le temps, toutes les nuits sur les plages. Les tortues, elles viennent se reproduire pendant la nuit. Donc c'est là où on peut les baguer, on peut les identifier, on peut faire des prélèvements. Sauf qu'on ne peut pas s'amuser à être là toutes les nuits, tout le temps. Et pourtant, il faut bien arriver à trouver quelque chose pour essayer d'évaluer la quantité de tortues qui vient pondre. Donc en fait, ce qu'on fait, parce qu'on est un peu flemmard, on n'a pas envie de bosser toutes les nuits, ben, on laisse la tortue travailler, elle monte, elle laisse une trace sur la plage, et nous, le lendemain matin, on fait des comptages de traces. Et en fait, en utilisant ces comptages de traces-là, c'est ce qui nous permet, par site,
de regarder l'évolution de l'abondance de telle espèce sur telle plage. Parce que l'avantage, c'est que chaque espèce de tortue fait une trace qui est différente. On peut reconnaître une trace d'imbriqué d'une tortue verte, par exemple. Et donc ça, c'est extrêmement important pour nous parce que ça nous permet de mettre en place, avec des gens qui ne sont pas des grands chercheurs, pas spécialisés, avec des ONG, ou dans le cas de Moélie, avec les villageois du village. Nous, on ne peut pas rester sur une île des Comores ad vitam aeternam. Ce n'est pas notre travail. Eh bien, en fait, on travaille avec eux. Eux, ils font tous les matins les comptages de traces. Ils nous envoient les données et on valorise la protection des tortues en regardant l'évolution de leur population là-bas. Et puis, il y a des sites qui sont magiques, comme ici à Rodrigue. Donc, c'est une petite île qui est à l'est, au sud-est de Maurice, au nord-est de la Réunion, complètement isolée dans l'océan Indien. Vous voyez Maurice, à côté, c'est l'Australie, hein, donc il n'y a plus rien. Et pourtant, vous voyez cette petite anse qui s'appelle anse bouteille, ben, on a une quantité de déchets faramineux et qui sont extrêmement problématiques, notamment pour la reproduction des tortues quand elles montent pondent sur la plage. Voilà, on est perdu au milieu de l'océan et pourtant on a des quantités de macro-déchets sur les plages extrêmement importants. Tout ça est dû à la dérive des courants et c'est énormément de déchets, dans ce cas précis, qui viennent d'Asie du Sud-Est, notamment de toute la partie Thaïlande, Philippines, etc. Donc voilà, ça c'est des gros problèmes. Même si on est perdu et isolé et même s'il n'y a personne qui vient sur votre île, ben vous allez quand même pouvoir subir l'impact de l'anthropisation, c'est-à-dire l'impact de notre activité humaine, même si on est perdu. Voilà un autre exemple d'impact de l'activité humaine. Ça, c'est, pour ceux qui connaissent, une plage à La Réunion, un site qui s'appelle la baie de Saint-Paul. Il faut savoir que là, dans 1700, il y avait des centaines de tortues qui venaient se reproduire. Aujourd'hui, il y a une magnifique ville qui est fort sympathique d'ailleurs, très bien pour prendre des pots au coucher de soleil. Mais aujourd'hui, il y a 0 tortue qui viennent se reproduire. Parce que les tortues ont tout été, pendant la route des épices, en fait, utilisées et récupérées dans les bateaux, parce que ça leur faisait de la chair fraîche qui durait dans le temps. Ils prenaient les tortues, ils les mettaient dans les cales retournées à l'envers, et une tortue, c'est extrêmement résistant. Ça peut ne pas boire et ne pas manger pendant plusieurs semaines. Et comme ça, ils avaient donc une chair fraîche qui ne pourrissait pas dans les cales, et ils récupéraient tortue après tortue pendant leur grande voie de navigation pour se nourrir et donner des protéines fraîches à tout l'équipage. Et c'est comme ça qu'ils ont décimé les tortues, les populations de tortues de la Réunion et de l'île Maurice, par exemple. Et là, il y a des grands programmes de protection et de préservation qui sont mis en place à la Réunion. Et là, on est très fiers à la Réunion d'annoncer qu'on a 2 tortues qui viennent pondre par an, ce qui est vraiment très peu, vous l'imaginez bien. Par contre, on a de plus en plus de tortues immatures, des juvéniles, des jeunes, qui sont à la côte. Et ça, c'est très positif. Mais voilà, surtout, ce que je disais tout à l'heure, hein, on a la chance d'avoir des terrains qui sont fabuleux. Ça, c'est l'île de Glorieuse, une île des terres australes et antarctiques françaises, donc une des îles éparses, qui sont des îles complètement interdites au public. Il y a juste une dizaine de militaires qui la gardent. En l'occurrence, ici, c'est des légionnaires même, donc ça ne fait pas rigoler. Et donc, c'est une île avec une énorme plage qui fait tout le tour et qui est un site de reproduction pour la tortue verte extrêmement important, qui est en forte croissance en fait depuis ces 40 dernières années. Donc c'est très positif. Et donc nous, on arrive en voilier, voilà, on a cette chance-là, et ensuite on débarque, on fait nos travaux sur les tortues, et on revient sur le voilier, et après on repart. Donc c'est une des grandes chances de ce métier, que personnellement j'apprécie beaucoup, vous imaginez bien, qui est que nos amis les tortues, elles ne fréquentent que des endroits magiques. Et ça, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment vrai. Alors tout ça, c'est facile, c'est joli, donc on a fait beaucoup de recherches dessus. Mais l'intérêt de la conférence là, c'était un petit peu de vous expliquer comment on a pu faire toutes ces photos qui illustrent cet ouvrage-là. La difficulté, autant c'est difficile de travailler sur les tortues, mais c'est aussi de capturer l'image. Déjà, on est en train de travailler, donc c'est pas du tout notre métier. Donc il faut être là au bon moment et au bon endroit avec la bonne couleur de lumière. Et c'est pas forcément des choses qui sont faciles. Déjà, il faut aller sur tous ces sites. Ces sites sont isolés. Alors on a eu la chance d'utiliser plein de moyens différents pour y aller. On a utilisé des voiliers, comme vous avez vu sur la photo. On a utilisé des avions militaires qui nous ont permis d'aller notamment sur ces îles éparses. On a utilisé des hélicoptères quand on était sur des gros bateaux à terre pour venir nous débarquer. On a utilisé plein de moyens différents pour accéder à ces endroits. Et une fois qu'on était sur site, soit des petits bateaux à moteur, soit des kayaks qui nous permettaient d'aller à l'intérieur des mangroves pour aller dénicher les tortues et donc du coup les capturer et pouvoir travailler dessus. Donc ça, c'était extraordinaire. Et puis là, voilà Hendrik qui a fait cet ouvrage avec moi. Lui, il est pilote du LM en plus. Et donc, en fait, grâce à lui, on a pu mener des projets en fait, où il était avec son ULM, il survolait et il nous permettait de découvrir où étaient les sites
spécifique de tortues, parce que du coup, il avait une vision par-dessus. Et notamment, et qui permettait aussi de compter le nombre de traces plutôt que de marcher sur la plage. En envoyant un drone ou un ULM, on peut faire des systèmes de comptage en fait, du nombre de traces des tortues marines. Donc lui aussi, il a une vie qui est très difficile, je vous garantis. Et voilà, ensuite, c'est saisir le moment présent. Donc après, quand on est en mission, on va souvent dans l'eau aussi pour essayer de voir que font les tortues sous l'eau. On y reviendra après. Et donc c'est à ces moments-là, on a pu capturer des moments très précis pour figer dans le temps ces moments magiques. Comme des moments dans la mangrove. Ça, c'est une des rares mangroves d'eau claire qu'on peut avoir. C'est sur l'île d'Europa, dans le sud du canal du Mozambique, où en fait, on a très peu d'apport d'eau douce sur cette île-là. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir une mangrove cristalline, ou presque cristalline, et donc, du coup, de voir à la fois les tortues, les poissons, avec ces couleurs un petit peu verdâtres qui donnent une ambiance fantastique. Ces îles, c'est le paradis de la nature, mais c'est aussi le paradis des moustiques. Donc, c'est très sympa d'aller bosser sur les tortues de nuit. Il faut savoir qu'à Europa, c'est des millions de milliards de moustiques. Quand je vous dis, vous pouvez pas, vous êtes à l'intérieur de la tente, vous ne pouvez pas de nuit sortir et aller faire pipi. Hein. Donc vous faites vos précautions avant que la nuit tombe, parce qu'après, sinon, c'est en combinaison d'apiculteurs. Et là, en fonction des saisons, c'est des millions de milliards de moustiques. Alors, j'ai pas mis la photo là, mais j'ai des photos de tortues où chaque interstice de peau, il y a une couche comme ça de moustiques. Et si on sort en se disant non, mais ça va, 3 piqûres de moustiques, ça n'est pas possible. Je vous garantis, pour l'avoir vécu, c'est vous fuyez ça, vous courez, vous vous jetez dans l'eau et vous laissez juste sortir le bout du nez parce que vous vous faites défoncer par les moustiques. C'est vraiment terrible. Donc il ne faut pas aller sur ces sites-là pendant les périodes de pluie, c'est-à-dire on va dire pendant l'été. Dans l'océan Indien, c'est surtout pendant l'été, parce que c'est dramatique. Mais en même temps, ça nous faisait bien rigoler quand même. Toujours garder la bonne humeur. Voilà, ça c'était les environnements, comment y accéder. Et puis après, il y a l'animal. Alors autant l'environnement, une belle plage, on attend la bonne couleur du soleil et la bonne luminosité et on prend la photo. Mais après, l'animal, il ne fait pas ce qu'on veut, jamais. Hein. Donc il faut arriver à être pile au moment où il va faire le geste qu'il faut pour pouvoir nous immortaliser ce moment qui est magique. Alors là, comment on fait déjà pour capturer les tortues? Parce qu'autant, une fois qu'on la capture, on peut mieux la manipuler et faire des photos. Donc ça, c'est une des techniques qu'on fait, c'est le turtle jumping ou le rodéo tortue. Le but, c'est qu'il y a un pilote sur l'annexe, il y en a un qui est à l'avant, et en fait, on course derrière la tortue, il y en a un qui saute et qui l'attrape au vol. Et vous voyez, c'est des tortues qui font quand même, celle-là, elle doit faire 120 kg. Et je vous garantis que quand vous l'attrapez dans l'eau, eh ben déjà, il faut bien avoir la technique pour la maîtriser parce qu'elle n'a pas envie de se faire capturer. Alors, c'est des choses qui sont complètement interdites. On a des habilitations pour faire ça, des habilitations données par le gouvernement français. On a des documents d'éthique sur la manipulation des animaux. C'est extrêmement important à savoir, ça. C'est-à-dire que toute expérimentation qu'on fait sur les tortues, nous, passe par un processus qui dure 6 mois de validation de ce qu'on va faire. Ils vont regarder si on a les bons diplômes de chirurgie ou de vétérinaire. Ils vont regarder si nos protocoles sont bien standardisés, sont bien corrects par rapport au bien-être de l'animal. Voilà, il faut bien avoir ça en tête, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est la seule manière aujourd'hui de pouvoir manipuler des animaux à des fins scientifiques. On a des systèmes de contrôle extrêmement importants aujourd'hui, nous les scientifiques. Voilà, donc une photo de turtle jumping. Là, c'est Stéphane Sissionne qui saute, vous allez le revoir après, qui est donc l'autre co-auteur de ce livre sur 80 questions. Donc voilà, il y a un pilote, là je suis en train de piloter, on course la tortue, et au bon moment, il faut sauter et on l'attrape. Et donc là, c'est plutôt des petites tortues. Des fois, on a des surprises parce que on n'est pas les seuls à capturer les tortues. Les tortues, c'est un des mets favoris des requins tigres. Requin tigre, c'est un requin qui fait 4 mètres. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'annexe là. Ce jour-là, ou le jour d'avant, là, la photo suivante, on a croisé un requin tigre qui était bien plus grand que l'annexe. Il dépassait de 1,50 m de l'annexe. Donc, c'était un requin tigre qui devait faire 4,50 m, 5 mètres, qui est dans sa dos et qui lui aussi cherche les tortues. Donc c'est assez stressant parce qu'on guette toujours de voir s'il y a une grosse ombre parce que c'est pas forcément un truc qui est très agréable de se retrouver nez à nez avec une bête comme ça. Et là, en l'occurrence, celle-là venait juste de se faire chasser par un requin tigre qui lui avait arraché la patte. En entendant le moteur, on pense qu'il est parti, le requin. Et nous, on a vu la tortue qui courait, donc on lui a sauté dessus. Et c'est en la sortant de l'eau qu'on a vu en fait cet animal qui avait une patte qui était fraîchement coupée. Elle saigne encore. Et en fait, les tortues, ça a la propriété, quand c'est sous l'eau, en fait, il y a des mécanismes qui font qu'elle arrête de saigner. Et en fait, elle recommence à saigner seulement quand on la sort de l'eau. Donc ça, c'est assez, encore une fois, de manière évolutive, c'est très intéressant. Et c'est peut-être pour ça qu'elles sont là depuis des dizaines, des centaines de milliers d'années.
Et voilà le Stéphane Sissionne, le fameux, notre collègue, auteur, et qui nous a suivis dans toutes nos aventures de toute façon. Alors ça, c'est pas pour le côté de montrer du sang, hein, c'est pas du tout le genre, mais c'est que quand on saute sur les tortues comme ça, il y a souvent pas beaucoup d'eau, il y a souvent des patates de corail partout, et donc c'est très technique encore une fois. Et quand on est perdu en milieu hostile comme ça, il vaut mieux éviter quand même de se faire mal parce qu'on n'a pas le médecin ou l'hôpital à côté. Donc il faut être extrêmement vigilant. Et là, en fait, c'est rien du tout. Il s'était juste fait une petite éraflure sur le crâne, mais ça saigne beaucoup. Et en fait, il a sauté pour attraper une tortue imbriquée. Il y avait une grosse patate de corail à côté. Et elle a bougé sous l'eau. Et il a mis un petit coup de tête sur la patate. Et là, il s'est ouvert un peu. Bon, manque de chance pour lui, il n'a pas de cheveux. Donc du coup, forcément, ça a plus facilement entamé le cuir chevelu. Une autre technique pour les capturer, c'est en plongée. Alors autant l'autre, il faut faire attention parce qu'il y a un moteur qui est en action, donc il ne faut pas se prendre l'hélice, donc très dangereux. Autant en plongée, c'est aussi extrêmement délicat, parce que là, on est sous des phénomènes de pression, et on ne fait pas ce qu'on veut quand on est en bouteille. Quand on course une tortue à 20 mètres de fond, qu'on emmagasine beaucoup d'air à pression de 20 mètres, on ne peut pas faire ce qu'on veut après, remonter très vite, redescendre. Donc là, c'est effectivement, techniquement, beaucoup plus délicat de faire des captures de tortues sous l'eau, parce que ça nage vite sous l'eau, hein, et nous, on nage pas très vite sous l'eau. Et voilà, ça donne lieu à des fins de journée extrêmement fatiguées. Et puis il y a des moments, des moments magiques où là, on était en train de se reposer. Et en fait, il y a un bébé tortue, il y avait une émergence sur la plage qui était passée juste à côté du bateau. Et celle-là, on ne sait pas pourquoi, elle grimpait sur le petit roof à l'arrière. Donc on l'avait juste récupérée pour la relâcher de nuit après. Et une fois qu'on a capturé les individus, ben là, on peut faire plein de choses dessus. On peut faire des prélèvements génétiques pour faire des analyses. On peut lui poser des balises Argos, vous verrez après, pour pouvoir la suivre par satellite. Voilà, toujours pareil, saisir le moment, c'est pas si facile que ça. Vous voyez, hein, la condition de la mer, on est au large de la Réunion, on relâche une tortue pour lui rendre sa liberté, parce qu'elle avait été prise dans des filets. Et c'est à ces moments-là qu'on fait ces photos que vous voyez dans le livre. Vous voyez, ça bouge, hein, c'est pas facile. Il y a beaucoup de houle, il y a beaucoup de particules dans l'eau. Donc vous voyez, le collègue, là, c'est Hendrik, qui est en train... Et là, elle part, et là, elle va beaucoup plus vite que nous. Et voilà, là, vous imaginez comment faire une photo à ce moment-là. Donc, ce n'est pas des choses qui sont extrêmement faciles. Surtout que cette fois-là, on a continué, on l'a suivi, on s'est retrouvé devant un requin à pointe blanche du large qui faisait bien ses 2,50 m et on était au large de la Réunion. Le bateau avait pris la dérive et ce n'est pas des moments très agréables non plus. Mais ça permet de saisir, quand on a la chance d'avoir l'appareil bien réglé, etc. Ce moment, c'est une tortue Kawan équipée d'une balise Argos qui va transmettre sa position au satellite, qu'on vient de relâcher, qui a fait sa migration ensuite. Et voilà, une photo, une belle photo, bien nette, bien dans le mouvement de l'individu, qui sont des photos très esthétiques. Ou encore ce baleineau aussi, où à un moment on faisait des relâchés de bébés tortues, et il y a un baleineau qui est venu nous voir. Et voilà, ce moment où le baleineau fait sa cabriole juste devant nous. On est au grand angle, là, au fisheye. Ou le moment où la tortue est en train de reboucher son puits de ponte, voilà, la fameuse gerbe de sable. Toujours se mettre du bon côté, parce que quand vous prenez une gerbe de sable sur la figure, je peux vous garantir que c'est très puissant les pattes et que ça ne fait pas plaisir du tout de prendre une grosse gerbe de sable dans la figure. Ça, je me rappelle cette tortue, c'est une des premières tortues que j'ai vues. Pour la petite histoire, hein, c'est comme les crocodiles, ça fait des larmes quand ça vient pondre. Mais ça ne fait pas des larmes parce que ça fait mal. C'est juste qu'elles ont des grandes glandes lacrymales dans les yeux qui les font évacuer le surplus de sel. En fait, dans l'eau, elles pleurent, mais ça ne se voit pas. Mais quand elles sont hors de l'eau, ces glandes extraient le surplus de sel qu'il y a dans l'individu et qui se collent au sable. Et on a l'impression qu'elle pleure parce qu'elle a mal, par exemple, parce qu'elle vient de se reproduire. Mais pas du tout. C'est les fameuses larmes de tortue. Voilà des moments aussi de lumière avec les bébés tortues sur l'île de Glorieuse qui sont en train de repartir pour gagner leur liberté et peut-être pas se faire manger. Voilà, pareil, saisir le moment présent. Hein. Ça, c'est une frégate du Pacifique. Elle est en pleine action de venir attraper les bébés tortues. Alors on se dit, mais non, mais c'est méchant ces oiseaux-là, mais pourquoi ils vont tuer des bébés tortues? Les bébés tortues, c'est menacé. La frégate, dans l'océan Indien, est menacée aussi. Et les bébés tortues font partie de leur régime alimentaire. En fait, c'est un cycle en fait, qu'ils ont. En fait, elles viennent se reproduire, entre autres, quand les bébés tortues naissent, et elles se sont spécialisées dans la capture de ces bébés tortues-là pour les donner à leurs petits. Donc c'est là où c'est délicat, c'est qu'on parle de deux espèces en danger qu'il faut protéger, et chacune est liée l'une à l'autre en plus. Donc ça, c'est complètement naturel, il faut laisser faire. Et sur les 100 bébés tortues qui vont courir sur la plage, 2 jours, s'il y en a 10 qui atteignent la mer, c'est beaucoup déjà.
Et sur les 100 qui vont atteindre la mer peut-être, il y en a entre 1 sur 100 et 1 sur 1000 qui arriveront à l'âge adulte après. Donc vous voyez, il y a quand même un écrémage extrêmement important du nombre de bébés tortues qui est produit. Capturer le moment aussi, des fois, quand on cherche des tortues, on ne trouve pas que des tortues. Et là, au fisheye, quand vous êtes au fisheye, c'est un très grand angle, et que vous avez ce requin bulldog qui fait 3,50 m, qui est le fameux qui mange les surfeurs à La Réunion, qui est à peu près à ça de vous. C'est pareil, il faut respirer lentement, parce que c'est... Mais quand on est en bouteille, c'est pas dangereux les requins. Mais ça reste quand même très impressionnant, et c'est des requins typiquement qui peuvent chercher les tortues, mais moins. C'est plutôt les requins de tigre qui sont spécialisés sur la capture des tortues. Voilà, d'autres captures de moment présent, le jeu entre la marée basse, le reflet, la petite couche d'eau et le reflet du visage de la tortue sur le sable. Alors pourquoi j'ai mis cette photo? Scientifiquement, elle est très importante. Parce qu'autant avant, on baguait les tortues, on leur mettait une grosse boucle d'oreille à la patte, donc on leur faisait un gros trou, hein, c'était assez dur, mais c'était quand même très... ça leur faisait mal. Donc là, on est en train de changer, parce que c'est quand même des procédures qui ne sont pas très bien pour l'animal. Et on a développé un système qui est de la photo-identification. C'est-à-dire que maintenant, chaque tortue a une structure d'écaille de chaque côté qui lui est propre. Aucune tortue, vous ne verrez aucune tortue qui a exactement les mêmes formes d'écailles et le même positionnement d'écailles. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on prend systématiquement la photo des profils et ensuite on fait des comptages 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et on a tout un système de codification. Chaque écaille a une face, 2 faces, 3 faces, 4 faces, 5 faces. Certains n'ont que 4 faces, comme celle-là, etc. Et en fait, cette codification-là permet d'avoir un code individuel pour chaque individu sans qu'on ait à lui mettre une bague physiquement qui va donc toucher son intégrité physique. Et ça marche extrêmement bien, puisque même, on a montré que même en prenant des photos de la structure d'écaille des bébés, on retrouve la même 10 ans plus tard. Donc c'est bien stable dans le temps. Donc voilà des approches extrêmement intéressantes. Voilà des tortues qui se reposent. Alors ça, c'est les grandes marées basses à Juan de Nova, qui est une des îles éparses dans le canal du Mozambique. En fait, l'eau va se retirer, il y a un grand banc de sable et ça fait des flaques. Et les tortues là-bas, comme il n'y a pas beaucoup de prédateurs pour des espèces, des individus de cette taille, elles se mettent dans des flaques, elles ne bougent plus. Les flaques deviennent en plus assez chaudes, ça reste des reptiles, donc ça aime bien le chaud, hein. Et elles attendent que la marée haute revienne pour aller manger. Et donc là, pour nous, ça donne des moments parfaits pour pouvoir les capturer et travailler dessus, sans avoir à leur sauter dessus. Et puis surtout de faire des photos avec l'île au fond, le banc de sable, et cette tortue qui a commencé à se faire recouvrir par le sable. Voilà, d'autres moments, capturer le moment présent. Pareil, on a des programmes de protection et de sauvetage des tortues, notamment à La Réunion, mais il y en a sur toute la façade, toutes les façades métropolitaines. Là, c'est une tortue juvénile qui s'était prise dans un grand sac de jute, un grand sac plastique en gros. Et là, celle-là, elle était clairement vouée à la mort. Pourquoi? Parce que le sac avait tendance à l'amener en profondeur, donc à force, elle aurait fatigué, elle n'aurait pas pu respirer. Ou tout simplement, s'il y a un requin qui arrive ou un prédateur, comment voulez-vous qu'elle parte en courant, qu'elle parte en nageant vite? Elle était complètement bloquée dans ce sac. Ça, c'est une tortue qu'on a récupérée, on lui a enlevé le sac, on lui a mis une balise Argos dessus pour en profiter, pour savoir quel était son comportement. Et on l'a relâchée avec ces pêcheurs qu'il avait trouvés et qui nous avaient appelés. Et ces tortues, elles sont dans un très bel environnement, comme je vous ai montré. Elles ont des vies extraordinaires et elles côtoient des animaux extraordinaires. Mais elles côtoient aussi l'homme. Et l'homme, c'est à la fois bon et à la fois pas bon. Nous, les chercheurs, les gens qui aiment les animaux, on est bons pour elles. Mais tous les hommes ne sont malheureusement pas bons. Mais pas forcément mauvais, vous allez voir. Là, c'est une photo d'un malgache qui a capturé, qui nous montrait tous ces trophées de tortues marines. Et en bas, c'est des braconniers qui avaient été attrapés en train de braconner des tortues à l'île de Moélie. Alors, très bien, hein, c'est interdit de braconner les tortues, donc effectivement, il ne faut pas le faire. Mais dans ce cas de Madagascar, c'est quand même très intéressant, en tout cas philosophiquement, à vous poser la question. Parce qu'à Madagascar, ils sont très pauvres, ils n'ont pas grand-chose à manger. Une tortue, quand ils arrivent à en capturer une, ils nourrissent le village pendant une semaine. Et nous, en tant que grands blancs, quand on arrive et on leur fait la morale, oh, vous tuez une tortue, c'est pas bien, c'est quand même délicat parce qu'en même temps, il est en train de nourrir tout le village pendant une semaine. Donc nous, le travail qu'on a fait, c'est plutôt de leur faire des reproches, entre guillemets, en leur disant, il faut absolument protéger les tortues, vous ne pouvez plus faire ça. On essaie de leur montrer, de leur expliquer, ça marche très bien, qu'une tortue vivante peut leur faire un apport de revenus
qui permettent de nourrir le village. Parce que s'ils font un écotourisme bien fait, et en fait, ça va amener des touristes qu'eux, ils vont gérer, qui vont ramener leurs euros et qui vont pouvoir redistribuer dans le village. Et c'est quelque chose qui a extrêmement bien marché sur l'île de Mohéli, dans le petit village d'Itsamia. On a beaucoup travaillé avec eux sur cette approche d'écotourisme. Et en fait, ce village aujourd'hui a construit des bungalows exprès pour les tortues. Quand les touristes arrivent, ils les emmènent le soir, leur montrer les tortues comme il faut, donc sans leur mettre la lumière sur la figure, etc. Et donc, ils ont développé comme ça une activité économique qui leur est très profitable, tout en protégeant les tortues. Ils n'ont plus besoin de tuer les tortues pour les manger. Donc voilà, il ne faut pas arriver à être trop moraliste. Enfin, en tout cas, ce n'est pas notre approche à nous, parce qu'il faut se mettre aussi à leur place. Par contre, on peut leur montrer qu'il y a des moyens différents d'exploiter cette ressource tout en la maintenant en vie. Voilà, toujours aux Comores, très belle photo. Ça, c'est une fête traditionnelle durant le jour de la tortue. Ils ont une fête un jour par an, la fête de la tortue. Et ils font entre autres des danses, le merengue, qui est un peu comme de la capoeira, c'est-à-dire c'est des danses très violentes sur lesquelles les hommes, en l'occurrence, se font des démonstrations de force. Donc sans se taper, quoique ça finit quand même par se toucher assez fortement. Et donc c'est des coutumes en fait pour montrer la virilité des hommes, ces endroits-là, et qui en fait développent entre autres beaucoup pendant ces jours de la fête de la tortue. Ça c'est la fille d'Hendrik, Eolia elle s'appelle. Voilà une très belle photo aussi, pareil, saisir le moment présent. Il y a une tortue dans un aquarium à Kélonia, à l'île de la Réunion, qui vient sur la baie vitrée, qui ce jour-là était très propre, alors on a l'impression qu'elle est sous l'eau. Et on a l'impression qu'elle vient à l'encontre de cet enfant qui avait 7 ans à l'époque, et elle pose son doigt sur son nez. Très belle photo, encore une fois, saisir le moment. Et donc cet ouvrage, il est ponctué à l'intérieur parce qu'on y tenait. On a voulu que ce soit un ouvrage de partage, de textes d'une dizaine de personnes qu'on a invitées à écrire dans ce livre sur les tortues. Et on leur a donné un cahier des charges très simple, c'est on veut que vous transmettiez une émotion dans votre texte autour des tortues marines. Et donc on a invité, par exemple, il y a une journaliste très connue de National Geographic qui avait eu une expérience avec nous sur les tortues. Elle a écrit un superbe texte sur Europa. Là, ici, c'est Jean-Yves Le Gall, qui est un des premiers Français à avoir vraiment travaillé sur les tortues dans les années 70. Donc à 90 ans, 95 ans, il a bien voulu relater un Noël à Europa dans lequel il tuait une tortue pour la manger à Noël. Donc c'est extrêmement émouvant comme texte. Et voilà, on a invité des gestionnaires, des gens qui n'ont rien à voir avec les tortues à écrire une expérience qu'ils ont eue, et c'est des très 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 beaux textes. Et voilà, ils sont ponctués à l'intérieur de ça. Et à la fin de l'ouvrage aussi, vous avez l'envers du décor, ça nous amuse beaucoup. Hein. Vous voyez, toutes ces missions, ça reste avant tout aussi des partages entre personnes, entre chercheurs, entre amis, et qui nous ont permis de visiter et d'avoir des rencontres extraordinaires, comme là avec un banc de baleines à bosse, ou des requins-baleines là, à Mafia, en Tanzanie, le mérou patate qui nous regarde, Hendrik au milieu d'une trentaine de requins des Galapagos. Voilà cette photo-là, donc elle est assez impressionnante. C'est un atoll, on cherchait sur cet atoll-là qui s'appelle Bassas da India, qui est un atoll perdu dans le sud du canal, savoir s'il y avait des tortues qui venaient manger en fait sur ce site-là. Et en fait, on a mis en évidence que c'était un site exceptionnel pour les requins des Galapagos, qui sont extrêmement rares dans cette zone-là. Et là, on s'est retrouvé autour d'un banc d'une trentaine de requins qui venaient nous voir. Donc on a profité pour faire plein de photos. Sauf qu'à la fin, ça devient très curieux, un requin, et quand il vous passe entre les bras et entre les jambes, on n'est pas resté des heures et des heures non plus. Mais ça nous a permis de faire des clichés extrêmement importants de cette espèce qu'il n'y a pas beaucoup dans l'océan Indien. Voilà, des moments de partage où voilà, la tortue descend. On l'avait manipulée avant, on avait fait des prélèvements génétiques. Et là, la couleur du soleil était plutôt belle. Et on faisait cette photo-là. Alors à chaque fois, on se dispute. Parce que quand on est deux sur un même individu, c'est toi qui as la meilleure position. Ah, toi, tu mets mon ombre. Donc du coup, après, comme on est bien potes, on trouvait des systèmes d'entente. Donc là, au moins, on n'avait plus de problème d'angle ni d'ombre. On avait chacun la photo qu'on voulait. Bon, après, ce qui était un peu bête pour le livre, c'est qu'on avait la même photo. Hein. Mais c'est pas grave, on l'avait quand même. Quelques résultats scientifiques. En fait, sur toutes ces îles-là, pendant toutes ces missions, on a fait ces clichés. On a beaucoup travaillé, bien sûr. Et en fait, on a mis des balises Argos sur les tortues. L'idée, c'était de savoir, une tortue, quand elle se reproduit à un endroit, où est-ce qu'elle va manger? Est-ce qu'elle reste manger au même endroit ou est-ce qu'elle fait beaucoup de kilomètres pour aller manger? Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé sur les adultes de tortues vertes, presque à l'époque où il y avait Chacha avec nous, c'était juste après, une vingtaine de balises sur les tortues. Ça, c'est où vont toutes les tortues Europa. Et on a fait ça pour tous les sites.
Et on a regardé comme ça sur tous les sites, ben, finalement, où est-ce que ces tortues qui mangent, qui se reproduisent sur les territoires français, parce que là c'était Europa, Juan de Nova, Mayotte, Tromelin et Glorieuse, donc ce sont des sites français. Hein. On s'est dit, mais où ces tortues sur les sites français vont manger finalement? Et là, vous voyez, à part celle-là qui a un petit peu traîné sur Mayotte et qui a fini dans le nord de Madagascar, vous avez un véritable feu d'artifice. Les tortues qui se reproduisent dans les territoires français de l'océan Indien ne mangent pas dans les territoires français de l'océan Indien. Elles mangent dans tous les pays autour. Donc ça nous permet de faire tout un travail scientifique autour et de faire des cartes de zones d'abondance potentielles. Plus c'est rouge, plus il y a des tortues françaises en passage ou qui mangent. Plus c'est bleu ou blanc, moins il y en a. Ça nous permet, nous les scientifiques, de pouvoir mettre en avant des zones à risque plus que d'autres. Là, par exemple, tout le nord du canal du Mozambique, bah, c'est des zones à fort risque parce qu'il y a beaucoup de tortues qui transitent. Et donc tout ce qui est interaction avec la pêche, il faut être très vigilant. Donc si on doit mettre des programmes de protection et de conservation, il vaut mieux aller cibler ces zones-là plutôt que de travailler dans le sud du Mozambique, par exemple. Et ce que ça montre surtout, et c'est le grand message qu'on a fait passer aux autorités françaises, c'est que si la France met des millions d'euros pour protéger ces tortues dans les îles éparses, c'est super, hein. Potentiellement, ça ne sert à rien, parce que ces tortues ne restent pas. Elles vont manger dans les pays voisins. Donc il faut que la France, en tant que pays développé par rapport à tous ces pays autour, Madagascar, Mozambique, ait un rôle proactif de coopération régionale pour travailler avec ces pays-là, pour augmenter la protection de ces tortues qui, entre autres, sont un patrimoine français. Et ça, c'est typiquement le type de résultats qui ont permis d'avoir des arguments forts auprès des instances gouvernementales pour essayer d'avoir des sous pour la coopération avec ces pays-là. Une autre petite animation, là, on a marqué des tortues juvéniles à Europa, la fameuse île que Charlotte adore. Et donc, on a regardé un peu comment elles se déplaçaient à l'intérieur des mangroves. Donc là, chaque couleur est une tortue. Et on a vu, bah voilà, elle restait beaucoup dans les mangroves. Ça l'a fait une petite excursion à l'extérieur, elle est rentrée. Et ça, c'est durant plusieurs mois. Hein. On voit celle-là qui reste plutôt dans le fond de la mangrove. Et puis, il y a cette rouge qui décide de sortir et de venir manger dans le nord de l'île. Ah tiens, c'est intéressant ça. On pensait qu'elle restait toute dans la mangrove. Et puis, on a vu celle-là qui restait un moment et qui d'un coup est partie. Elle est partie où? Bah, celle-là, elle est partie à Madagascar. Et en fait, on avait des gammes de taille qui étaient des juvéniles, mais qui n'allaient pas jusqu'à l'âge adulte. Il y avait toute une portion de tortues qu'on ne retrouvait pas dans la mangrove d'Europe. On s'est dit, mais c'est pas normal, pourquoi les juvéniles ne restent pas jusqu'au bout, jusqu'à la fin de leur développement? Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez à manger. Celle-là, c'était une des plus grosses, et on l'a vue partir pour aller rejoindre les grands herbiers de Phanerogames marines, d'herbes marines, à Madagascar, pour aller avoir des ressources alimentaires plus importantes. Pour la petite histoire, cette tortue que vous allez revoir partir, on l'a vue en direct partir, nous, de nos ordinateurs. On l'a vue arriver à Madagascar. Incroyable, c'est la première fois qu'on voit quelque chose comme ça. Et cette tortue, on l'a vue monter sur la plage. On s'est dit, c'est pas possible, c'est une juvénile. C'était une tortue qui faisait 40 kilos. Les premières adultes font 90 kilos. Elle n'a pas pu monter sur la plage pour se reproduire. Et puis on voit cette tortue prendre un chemin. Les tortues, ça ne va pas aussi vite, et s'arrêter dans un village. Cette tortue, ça faisait même pas une semaine qu'elle est arrivée à Madagascar. Elle s'était déjà faite capturer par un pêcheur artisanal, emmenée dans le village et mangée. Vous voyez les probabilités qu'un individu qu'on suive arrive à Madagascar et qu'en plus se fasse manger tout de suite. Donc vous voyez quand même cette pression que peuvent avoir les peuples de ces pays-là sont relativement fortes, ces espèces, d'où le besoin encore plus fort d'éduquer, de sensibiliser et de protéger ces espèces. Et donc pour la petite histoire, on a payé un copain malgache 50 € qui est allé dans ce village, qui a passé 3 jours avant qu'il y ait un enfant en disant oui, je cherche un instrument qui est comme ça sur une tortue. Non, non, nous on mange pas les tortues, on mange pas les tortues. Et au bout de 3 jours, le petit enfant est arrivé à ce copain avec la balise en lui tendant comme ça, en lui disant tiens, tiens. Et on a pu récupérer la balise et toutes les données en plus qu'il y avait à l'intérieur. Et donc ça a donné lieu aussi à un second livre, Les Tortues marines, 80 questions pour mieux comprendre. Alors c'est vraiment un livre de vulgarisation, mais qui est très scientifique en même temps, ça donne des explications très concrètes. Ça raconte un petit peu tout sur les tortues, autour de questions. Donc, qui sont les ancêtres des tortues marines? Plein de questions qu'on peut se poser sur est-ce que... et d'avoir la réponse dans la foulée. Voilà. Qui sont les plus vieilles tortues? C'est peut-être des questions que vous êtes déjà posées. Alors, il faut savoir que les tortues, ça a plus de 200 millions d'années. Donc c'est vieux, c'est une des espèces les plus vieilles qu'il y a sur la planète. Elles ont évolué depuis, bien sûr.
Et puis par exemple, comment connaître l'âge d'une tortue marine? Plein de questions comme ça. Est-ce que quelqu'un sait comment on connaît l'âge d'une tortue marine? Comment on fait? Ouais. Alors le nombre des écailles, une autre choix. Alors chez les poissons, on prend une écaille, on la regarde par transparence, et c'est comme les stries des arbres. On compte le nombre de stries, et en fait on arrive à savoir l'âge de l'arbre. Chez les poissons, ça marche pareil aussi, ça marche plutôt très bien. Chez les tortues, pas de chance, ça ne marche pas du tout. Donc l'écaille ne nous aide pas du tout à savoir l'âge aujourd'hui sur les tortues marines. En fait, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à savoir, et c'est un des grands biais qu'on a, c'est-à-dire que quand on capture un individu qui fait 30 kg, on ne sait pas l'âge qu'il a. Par contre, on sait qu'un individu qui est 30 kg, sur les bassins, elle peut avoir à la fois 10 ans ou 40 ans. Ça dépend de sa capacité de croissance qui est propre à chaque individu et de ce qu'elle a mangé. Donc c'est extrêmement difficile sur la taille de connaître l'âge. Donc aujourd'hui, c'est un des grands biais qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à connaître la structure en âge des populations, qui est un paramètre fondamental pour suivre les populations. Sur une tortue morte, on sait comment faire. On fait comme chez l'homme. On prend un humérus, on le coupe, et là on a les stries de croissance. On arrive à compter l'âge de la tortue. Sauf qu'il faut tuer la tortue pour ça, c'est pas très bien. Et là aujourd'hui, on est en train de développer, ça commence à plutôt bien marcher, on utilise l'ADN. En fait, l'ADN, en fonction de comment il évolue, on arrive en fait à retranscrire l'âge qu'a la tortue au moment du prélèvement. Et ça, c'est très très prometteur pour la suite. Alors une autre citation que moi j'aimais bien, il faut n'appeler science que l'ensemble des recettes qui réussissent toujours, tout le reste n'est que littérature. Ça c'est de Paul Valéry, moi je suis plutôt c'est toi. Et une autre que j'aime bien moi, regardez bien la photo, hein. Cette chance encore une fois, saisir le moment. Ça c'est une baleine à bosse, 20 tonnes, 25 tonnes. Ça c'est un bébé tortue, 20 grammes. C'est pas parce qu'on est petit qu'on ne va pas aussi loin que les grands, 20 grammes, 20 tonnes. Voilà, il faut toujours croire, les enfants, à ce qu'on veut faire. Et c'est pas parce que nos rêves sont trop grands qu'ils ne sont pas réalisables. La réalité, c'est ça. À Madagascar, il y a toujours du trafic cette fois. Donc, ce n'est plus du tout de la consommation pour les peuples, notamment mis en place par les pays asiatiques, il faut le savoir. Donc, ils vont payer les malgaches. Tout ça en fraude, hein, c'est un vrai trafic. Hein. Ils récupèrent les tortues, ils les gardent dans des parcs. Et ensuite, tu as des bateaux pendant la nuit qui viennent et qui récupèrent ces tortues. Pourquoi? Parce que les tortues, l'écaille de tortue et les autres tortues, ça a des pouvoirs aphrodisiaques selon certaines cultures et ça se vend extrêmement cher. Et là, vous voyez que ça fait des images qui sont assez dramatiques. Et là, c'est des tortues retournées, comme je vous ai expliqué sur les bateaux, hein, et qui sont toujours vivantes. Hein. Et elles peuvent rester vivantes comme ça pendant des semaines. Et je vous termine juste sur ça, qui devrait démarrer. Ça, c'est juste pour le plaisir des yeux. En fait, on était très frustrés de ne pas savoir ce que faisait la tortue sous l'eau. Alors, on peut la suivre, on peut la regarder, mais on ne peut pas rester des heures sous l'eau. Donc, on voulait vraiment savoir ce qu'elle faisait. Alors, on a mis des balises Argos, les points GPS, là. On arrivait à suivre, ok, elle est là, mais sauf qu'on n'est pas avec elle. Quand elle est là, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, ce qu'on a développé, c'est un programme, on a déployé des caméras sur les tortues qu'on a récupérées ensuite. Et ce qui nous a permis de rentrer dans l'intimité de ces espèces et d'aller comprendre plus précisément plein de choses. Et je vais vous expliquer un petit peu au fur et à mesure en fonction des images. Donc c'est une tortue qui se repose. Donc c'est la caméra qui est fixée là et qui la filme. C'est un type GoPro. Hein. On les a vus manger des choses qu'on ne pensait pas qu'elles mangeaient. On pensait que cette espèce mangeait que des herbes, mais pas du tout. On les a vus rentrer dans les grottes et on a compris pourquoi elles cassaient les antennes de nos balises Argos. Parce qu'en fait, elles vont dormir à l'intérieur de grottes. Voilà, encore une fois, elles mangent des algues encroutantes vertes. Voilà l'autre tortue, là c'est des images à Mayotte. C'est un petit peu partout, hein. C'est dans les îles Éparses, à Mayotte. On la voit se gratter, c'est assez rigolo ça. Ça humanise beaucoup quand même l'individu. On les voit avoir des interactions les unes avec les autres. Puis voilà celle-là qui va casser notre antenne Argos. Il faut savoir que ça coûte 3 500 €, donc on n'aime pas trop quand elles font ça. Mais elle rentre au fond de son trou, elle se gratte et elle casse en fait. Et là, elle fait un petit dodo pendant la journée, elle se repose. Essayez de comprendre comment c'est filmé ça. C'est une tortue qui a une GoPro, qui a une caméra, et c'est l'autre qui vient la voir.
En fait, on a mis en évidence beaucoup d'interactions entre les espèces. On pensait que c'était des individus très solitaires. Et en fait, on a vu qu'elles se reconnaissent entre elles et qu'elles ont des interactions. On les a vues manger donc des choses qui flottaient dans l'eau. Là, on comprend mieux qu'elles mangent les plastiques. On les a vues croiser des animaux, cette grosse raie pastenague, des pampanots, c'est des grosses carangues. Hop, paf, je te mets un petit coup sur le bec parce que tu es sur mon territoire. Je mange des trucs en surface, du plastique donc potentiellement. Voilà, elle croise un adulte. Alors c'est un mâle, elle a une longue queue. On les a vus braver des houles énormes dans pas beaucoup d'eau. On se demande comment elles ont survécu. Et pourtant la caméra était bien là pour filmer. En pleine eau, elle scrute s'il y a des requins ou un prédateur potentiel. Là c'est extraordinaire ça. Il y a une tortue qui dort. Elle vient. Regardez, elle mord l'autre. L'interprétation c'est quoi? C'est sors de mon trou, c'est mon lit, tu es chez moi, va-t'en. Elle vient en fait, ça reste territorial. C'est une des interprétations possibles. Voilà. La caméra d'une tortue qui voit une autre tortue en train de dormir. Pareil, elles sont à côté. Voilà, ça c'est des collègues. On a mis en place ça avec plein de partenaires. C'était une mission très très lourde à mettre en place. Et il y a un petit bonus à la fin. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Vous allez comprendre la caméra. Regardez bien, c'est rapide. Vous voyez là? Et celle-là, la caméra est ouverte. En fait, elle est rentrée dans un trou, elle a ouvert la caméra, la coque de la caméra. Et donc, ça nous a noyé la caméra de celle-là. Et donc, on n'a pas récupéré les images et on a perdu les 500 € de la caméra. Parce qu'elle était rentrée dans un trou et c'était ouvert, en fait, le caisson. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, avec plaisir, que ce soit sur les livres, sur les photos,